Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'histoire. Vous le savez maintenant, nous allons nous focaliser sur l'histoire de Microsoft. Au dernier épisode, l'épisode prologue, nous nous sommes arrêtés à la publication du BASIC de Microsoft pour l'Altaïr. Bonjour Christophe, bonjour Florian. C'est parti pour ce début de Microsoft dans l'histoire. Florian, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc la dernière fois, on s'était arrêté à la création de Microsoft. Microsoft a été créé le 4 avril 1975 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, donc loin de Seattle, la ville natale de Bill Gates et Paul Allen, mais à 2 pas de leur nouveau client MITS, les créateurs de la compagnie qui a créé lors de le premier micro-ordinateur aux États-Unis, l'Altaïr. Microsoft donc vend à MITS le droit exclusif de vendre leur langage, Microsoft Basic, aux consommateurs, à la condition que MITS y mette son meilleur effort pour promouvoir et vendre le langage. Tiens, vous savez que, n'empêche que le BASIC, c'était le premier logiciel de Microsoft. Le premier langage, c'est pas vraiment un logiciel, mais c'est leur premier produit. Premier produit, bon, c'est un logiciel quand même, ceci dit. Oui. Je sais pas si à l'époque on pouvait vraiment dire logiciel, je sais pas bon. Non, on ne disait pas de logiciel. Alors, notez que le BASIC, c'est pas Microsoft qui a inventé le BASIC. Le BASIC a été inventé par Thomas Eugen Kurtz. Alors, sachez que Kurtz est toujours en vie. Il a 90 ans, il est né en 1928. Et il était professeur à une université, je ne sais pas où, aux États-Unis. Mais donc le BASIC, tiens, pour information, je vais vous placer cette anecdote maintenant. Le BASIC, ça veut dire Beginners All Purpose. J'ai un trou de mémoire, aidez-moi. Je crois que c'est Simplify Instruction Code. Donc en gros, code d'instruction simplifié, multi-usage pour les débutants. Alors sachez qu'en fait, cet acronyme BASIC ne vient pas pour ce langage-là. Le Kurtz en fait, avait déjà des notes, mais au niveau, non pas de l'informatique ou de la programmation, mais pour le langage. On se repositionne. Quand tu parles de langage, Christophe, tu veux vraiment dire tout ce qui est le langage oral, c'est la manière de parler de tout le monde à n'importe quel moment. Exactement. Il avait fait un billet après la guerre pour les colonies anglaises. Alors, il doit être de souche anglaise, j'en sais rien du tout, mais en fait, je sais que ça avait été approuvé par Churchill en 1940 pour les colonies anglaises. Voilà ce que je disais, parce que il fallait apprendre l'anglais dans le monde. Et donc, ils avaient créé en fait l'anglais à partir de 850 mots. Et donc, à partir de là, ils avaient fait toute une sorte de dictionnaire pour apprendre l'anglais. Donc, c'était the Basic English. Voilà. Et donc, quand il a redéveloppé un langage de haut niveau, n'oubliez pas que le BASIC est quand même un langage de haut niveau. Alors, on dit haut niveau et bas niveau, c'est-à-dire plus on est loin du processeur, plus on est haut. D'accord ? Donc, le langage bas niveau, ça va être l'assembleur ou on dit aussi le langage machine. D'accord ? Ok. Et du coup, dans le BASIC, effectivement, on va retrouver le Simply Language parce qu'on va avoir le if, le for, le next, le goto, le goSub, peut-être pas tout de suite, le let pour attribuer une variable, etc., etc. Donc voilà un petit peu le BASIC. Ceci dit, le langage de Microsoft BASIC, c'était le plus répandu. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Christophe. Flobo, tu reprends la parole ? Là, vous avez donc sur le PowerPoint le bon de commande et la publicité de MITS pour l'Altaïr. Donc, il faut bien se rappeler que c'était un ordinateur en kit, c'est-à-dire qu'on recevait les pièces et on devait le monter soi-même. On pouvait payer plus cher pour l'avoir déjà monté, mais c'était plus long et déjà que il y avait beaucoup de retard sur les commandes. En général, les gens ils le commandaient en kit et ils le montaient eux-mêmes. Donc, c'était vraiment un ordinateur pour les initiés, pour les ingénieurs quasiment. Ben, je sais que moi j'avais eu un ordinateur comme ça à la maison, je sais plus ce que c'était comme marque, mais c'était un ordinateur qu'on nous avait donné, mais qui à la base avait été acheté en kit aussi. Et c'était un ordinateur qui devait dater du début des années 80. Donc ça a quand même duré pas mal de temps, quoi, au moins 15 ans, cette manière de faire, d'avoir des machines en kit pour les gens. Au début, c'était vraiment la façon dont les premiers micro-ordinateurs étaient distribués, c'était toujours en kit à fabriquer par l'utilisateur. Parce que de toute façon, ceux qui voulaient un ordinateur, c'était des gens qui étaient capables de souder eux-mêmes, d'utiliser un fer à souder et de fabriquer eux-mêmes le PC. C'était un kit de débutant en fait. C'était un kit de débutant pour dire Beginner kit. Ouais. Tu ne peux pas partir de zéro, mais pas loin quand même. Oui. Après, c'était pas donné aux plus jeunes. Bon, allez, Florian, continuons. On reprend. Donc là, évidemment, ça a limité donc je disais ça aux utilisateurs confirmés de l'époque.
Oui. Avec la machine, MIT se propose aux clients donc d'acheter des périphériques en option et le langage basique de Microsoft. Alors, par contre, Ed Roberts, le fondateur de MIT, il avait une méthode de vente un peu particulière, c'est qu'il utilisait l'argent des précommandes pour financer le développement des périphériques. Alors en fait, par exemple, il y avait tout un catalogue de périphériques avec l'Altair à sa sortie, mais rien n'existait. On le commandait, il n'y avait pas de date de livraison et ça arrivait un jour lorsqu'il aurait eu assez d'argent pour le développer. D'accord. C'était des précommandes en fait finalement. Il n'y a rien avant. C'était un peu ça, oui. C'était presque du crowdfunding. Ouais, bah oui, avant l'heure. Mais je suis pas sûr que les gens savaient que c'est du crowdfunding, parce que j'avais lu qu'il y avait des gens qui comprenaient pas pourquoi ça arrivait pas et qui allaient qui roulaient à travers tous les États-Unis pour aller là-bas et voir ce qui se passait, voir pourquoi ils recevaient pas encore leur commande. C'était assez spécial. Ok. Enfin bon, donc cette méthode de développement, ce fut le cas pour l'Altair et ce fut le cas pour tous les périphériques ensuite. Y compris les barrettes de RAM de l'Altair, qui étaient donc construites par MIT également. Alors, il faut savoir que le BASIC de Microsoft, il ne pouvait pas tourner avec les 256 octets de RAM inclus dans la machine. Il fallait au minimum 4 kilooctets. Et donc, les utilisateurs pouvaient commander à MIT les barrettes de RAM de 4 kilooctets, sauf que celles-ci, vu que il n'y en avait pas en stock, c'était pas fabriqué, elles arrivaient des mois en retard, MIT c'était totalement à la bourre, et ils testaient même pas les barrettes qu'ils fabriquaient, donc apparemment, à ce que j'ai lu, il y a une bonne partie de la production qui arrivait et qui fonctionnait pas. Donc les gens recevaient leurs barrettes de RAM après des mois, et ça fonctionnait pas, ou bien ça tombait en panne au bout de 3 jours. Ouais, donc, ils devaient être ravis. Voilà, c'était pas un grand succès de ce côté-là. Non. Mais l'architecture de l'Altair et des périphériques étant ouverte, c'est-à-dire que ces barrettes de RAM, en fait, il n'y a rien de fabriqué vraiment par MIT là-dedans. Ils ont acheté des périphériques et les ont soudés sur un circuit intégré. Donc n'importe qui peut s'en fabriquer une soi-même. Il n'a pas fallu longtemps pour que des petits malins décident de fabriquer leurs barrettes et de les vendre aux utilisateurs d'Altair. Et donc, on s'est retrouvé avec sur le marché plein de barrettes de RAM alternatives qui souvent fonctionnaient mieux que celles vendues par MIT. Alors, le problème, c'était que Robert, le PDG de MIT, il se faisait plus de bénéfices sur les périphériques que sur l'Altair en lui-même. Alors, logique. Il n'était pas très content de voir que ses marges disparaître avec tous les concurrents qui construisent des barrettes de RAM à sa place. Oui. Alors, il a eu une idée, c'est que dans tous les cas, même si les gens ont les barrettes de RAM, il leur faudra Microsoft Basic. Alors, il a dit qu'il allait coupler les ventes de Microsoft Basic à celles des barrettes de RAM. C'est-à-dire que si on achète des barrettes de RAM chez MIT, les Microsoft Basic est disponible pour $75. Mais si on achète Microsoft Basic seul, il est disponible pour $500. D'accord. C'est la vente liée avant l'heure. Ouais. C'était un petit malin, ce Robert. Oui. De plus, il y a eu quelques autres soucis, puisque MIT, fidèle à ses habitudes, a commencé à envoyer les versions de Basic aux utilisateurs avant que Microsoft n'ait fini de débugger complètement le langage. Et donc, il faut bien imaginer qu'à l'époque, quand on recevait le programme physique, on ne pouvait pas envoyer un patch, il fallait renvoyer le nouveau programme à l'utilisateur. Donc s'il y avait un bug, il n'était pas corrigeable, à moins de renvoyer complètement physiquement la nouvelle version du BASIC. Donc, sachant qu'à l'époque, les premières versions de BASIC, c'était sur des rouleaux perforés, il me semble, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Donc bon. Donc tu veux dire que quand tu achetais ton Altair, tu achetais ta machine qui était déjà assez grosse, tu devais acheter ton lecteur pour les rouleaux, parce que, comment ça s'appelle ce truc-là? Mais on y arrive après, il est dans les prochaines slides. Ouais, ok. Oui. Donc tu étais obligé d'avoir ça. En plus, j'imagine que c'est un périphérique à acheter, c'était pas fourni de base. Non, ça c'était un périphérique assez cher et rare. Et après, tu avais tes rouleaux qui contenaient ton programme, donc les rouleaux de papier perforé, que tu devais passer dans ta machine. Ça devait être d'une performance assez exceptionnelle. On va voir ça après, comment ça fonctionne, mais c'était une belle usine. D'accord. Mais donc, le problème de cette vente liée de Microsoft Basic aux barrettes de RAM et que du fait qu'il fallait avoir renvoyer complètement le code à chaque utilisateur lorsqu'on faisait une mise à jour, c'est que les gens n'étaient pas très contents. Et donc, à la fin de l'année 1975, la plupart des utilisateurs d'Altair utilisent une version pirate du langage de Microsoft. Ils se le copient entre eux. Oui. Ce truc de dingue. Microsoft n'est pas très content et la relation entre MIT et Microsoft, elle commence à rapidement s'effriter. D'accord. Alors, pour résoudre un petit peu tout ça, il y a un accord qui est conclu avec MIT pour amener du capital à Microsoft. MIT achète en fait une licence générale de Microsoft Basic pour tous ses clients pour $31 000. Ça fait pas beaucoup. Oui, voilà. Ça fait peu.
Microsoft, à l'époque, on est quand même encore sur un marché de niche. Hein. Microsoft vient d'être fondé. Hein. C'est une. Oui. Microsoft, c'est pas les Malone et les Bill Gates. Il faut pas oublier qu'ils étaient deux. Oui, ils étaient deux. Ouais. Donc, après, on est dans les années 75 aussi, donc le coût de la vie n'est pas le même, et puis $31 000 en 75, c'est pas pareil que $31 000 maintenant en 2018. Ouais, je dis 2 mois de salaire, mais c'était peut-être 4, quoi. Je sais pas. ou peut-être plus. Bon, maintenant, 15 000 $, enfin 31 000 $, c'est 15 jours, quoi. Pour qui? Pour un salarié de chez Microsoft. Non, mais les CIO, je pense que eux, c'est à la minute. C'est ça, oui. Je t'aurais dit 5 minutes, moi, mais bon. Vu le yacht et des machins qu'ils ont. Ouais. De quoi se remplir le ventre de Nutella. Bref. Allez. Donc, à partir de ce moment où Microsoft cède une licence globale pour les utilisateurs de MITS, qu'est-ce qu'il en est? Microsoft peut aussi travailler de son côté et vendre de son propre chef? En théorie, non. Mais justement, on y arrive là. Le problème, c'est qu'au milieu de l'année 1976, il y a une nouvelle compagnie qui est nommée Ismail qui crée donc cette fois un clone de l'Altair. C'est pareil que pour les barrettes de RAM, hein. Vu que c'était des périphériques qui sont disponibles pour tout le monde, il suffisait de regarder comment l'Altair est construit, d'acheter les mêmes et de se le construire soi-même. Donc évidemment, il y a des petites différences, vous voyez là derrière sur le PowerPoint, il y a des petites différences techniques. C'est plus joli, pas techniques, mais visuelles. Mais derrière, c'est la même chose. Hein. C'est des switches, puis voilà. Hein. Techniquement, c'est exactement la même chose. Ok. Donc, c'est le premier clone de l'Altair. Alors, d'autres suivront avec l'intention de prendre également des parts de marché sur le monde des micro-ordinateurs naissants. Afin d'être tous compatibles avec l'Altair et ses périphériques, elles utilisent tous le même bus qui va relier donc le microprocesseur au périphérique. Oui. C'est le même que celui créé par Robert donc pour l'Altair. Alors, Robert, il va tenter d'imposer le nom Altair Bus pour dire que l'Altair est au-dessus, en fait, que c'est l'originel, le premier. Oui, celui grâce à qui tout existe. Voilà. Mais les concurrents, ils ont pas envie de dire que c'est d'utiliser le mot Altair. Donc ils vont s'accorder. Ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas marché. Ah non, ça n'a pas bien marché. Avec du recul. Ils ont rétroactivement nommé donc ce bus S100, standard 100. Alors, d'accord. Robert n'était pas content du tout. Il a décidé donc de refuser de vendre des Altair aux magasins, aux boutiques qui vendent des clones. C'était un mauvais plan parce qu'au final, entre tous les clones et seulement l'Altair, les boutiques ont décidé de vendre les clones. Et rapidement, c'est MITS qui a eu du mal à trouver des magasins qui acceptent de vendre leur Altair. Et ça va être déjà le début de la fin pour la compagnie. D'accord. Ça a été très éclair. Il y a eu une montée fantastique et une chute aussi grande. Ah, ça a duré combien de temps alors l'histoire de MITS? 4-5 ans. 3-4 ans. Ouais. D'accord. Bon. Alors, pour Microsoft, MITS refusant de vendre le BASIC aux clients des autres compagnies, il y a un problème. Donc, Microsoft décide de prendre son indépendance et de vendre directement le langage aux autres constructeurs. Et donc, Microsoft BASIC devient un peu le langage standard des micro-ordinateurs basés sur l'Intel 8080. Et alors, dans ce cas-là, on est sur Microsoft qui vend directement aux clients ou Microsoft qui vend aux constructeurs? Ou est-ce qu'il y a les deux qui sont possibles? En général, aux clients. D'accord. Donc, toi, en tant que client, tu pouvais passer ta commande et tu recevais ton rouleau de papier perforé. Oui. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Donc, ça marche. C'est à ce moment-là que Microsoft commence à grandir et donc ils ouvrent leur premier bureau et commencent à engager du personnel. Il ne faut pas oublier que le BASIC, ensuite, Microsoft, je crois qu'il arrivait à le fournir même à Commodore. Le Commodore PET que nous avons vu à Cambridge, il était aussi sur les ordinateurs Texas Instruments, je crois que ça ICGA. Non, je me trompe. Mais il y avait Apple, il y avait Commodore, il y avait Thomson aussi. Ils ont récupéré les Microsoft Basic. Mais je me demande si c'est pas un peu plus tard dans le temps, ça, quand même, parce que c'est les années 80, ça, je pense, Thomson. Oui, ça devient le standard au fil du temps. Donc, peut-être 79, ouais. Donc, les premiers Thomson... Enfin, pardon, je te laisse, Florian. Je dis sur tous ces clones, toutes ces machines utilisent la même architecture. Elles sont toutes compatibles avec Microsoft Basic. Et donc, elles sont toutes compatibles avec les mêmes périphériques. Et donc, ça crée un petit écosystème dans lequel de plus en plus de choses se passent. On n'a pas encore parlé de ce qu'on disait tout à l'heure, donc le stockage. Alors, voici à quoi ressemblait donc le petit bout de la petite bande perforée sur lequel. Ah, mais je pensais que c'était un papyrus, moi. Non, c'est pas si vieux. Vous voyez, c'est spécial, hein. Pour nous, on n'a pas l'habitude. Hein.
Donc, le problème de quelque chose comme ça, c'est que c'est pas pratique. Ah ben tu m'étonnes. Alors même avec les processeurs de l'époque qui n'étaient pas très rapides, eh ben c'était trop lent d'entrer du code via une bande de papier comme ça. Ouais. Alors comment on faisait pour entrer le code? Eh ben on utilisait un téléscripteur, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est ça. D'accord. Alors ce truc-là, on va le brancher à l'Altair ou à un des clones. On va le régler pour qu'il charge depuis ce truc-là. On va mettre le code de Microsoft Basic sur la gauche, le ruban, Oui. et il va le charger dans le système. Et une fois que celui-là est chargé, eh bien, on va pouvoir communiquer avec l'Altair via le petit clavier intégré, enfin la machine à écrire plutôt. Ouais. Et les sorties seront imprimées directement sur le papier derrière. C'est quand même archaïque comme truc. C'était le début. Passionnant. Oui, c'était l'époque. Et c'est pour ça que la touche imprime écran est arrivée. Hein. Imprime écran, c'est parce qu'on imprimait vraiment ce qui était à l'écran. Vous voyez, c'était. J'imagine que s'il y avait des trolls, il y en a qui devaient quand même rigoler. Attends, ton truc là pour faire 2 + 2, ça me fait penser un petit peu, moi, avec les enceintes connectées, que je trouve ça actuellement hors un handicap très inutile. Mais à l'époque, il y avait franchement, on devait rigoler pour certaines opérations, on devait rigoler quoi. Non. Ah oui, certains. Bah, les gens ne devaient pas savoir à quoi ça servait au début, en fait. C'est ça. Demande. Comme les enceintes connectées. Alors, rapidement, je vais vous montrer juste. Je ne sais pas si la vidéo va se lire, parce que là, c'est la première fois qu'on fait un petit test. Allez. Bah, écoute, pour l'instant, on a la dynamique. C'est un simulateur de l'Altair qui est disponible sur le web. Donc, j'ai téléchargé ça pour illustrer un petit peu. Donc, évidemment, là, c'est pas du papier qui va s'imprimer, ça va être à l'écran. Mais bon, malheureusement, j'ai pas de télétype, moi. Donc, on fait ça avec les moyens du bord. Allez, en simulation. Dans le simulateur, on va voir que là, on va donc juste régler le CPU, parce que c'est un Intel 8080. On va lui dire de ne pas tenir compte des caractères en minuscules. En majuscules, ouais. C'est pas capable. Bon, quelques autres commandes pour régler un peu le processeur. Et donc, derrière, on va charger donc le 4K basique, là, je pense. Non, c'est pas encore là, c'est la commande suivante. Load 4K basique. Là, c'est comme si on avait branché tout était prêt, on avait mis nos switch sur l'Altair. Et là, on appuie sur exécuter. Et là, normalement, attendez une seconde, j'ai un petit souci. Le petit chauffage électrique s'est mis en marche. Bon. Voilà. Donc il demande donc la taille de la mémoire. Est-ce qu'on utilise la touche retour, des choses comme ça. Est-ce qu'on veut utiliser les fonctions cosinus, sinus, parce que ça prend plus de place dans la mémoire. Et donc après, on peut faire des petits tests. Comme là, j'ai tapé print 2 + 2, et là, ça fait 4, donc c'est bien, ça marche bien. Print cosinus 1, ça marche, bon voilà. C'était ça, en fait. Tout ça servait à faire des petites opérations comme ça, et on pouvait également écrire donc des bouts de code en basique complet, les exécuter. Je crois qu'il y avait quand même aussi du calcul matriciel, là. On pouvait tout faire. Oui, il y avait des maths dedans. Là, j'ai juste mis un truc basique. Hein. Basique en basique. Mais oui, t'as mis quelque chose. C'était pas des conneries, quoi. Je veux dire, l'objectif était quand même de faire de la programmation. Donc de gagner du temps. Oui, mais le problème, jusque-là, c'est que ça, dès qu'on éteignait la machine, il n'y avait plus rien. Il fallait reprogrammer son code complètement. Et oui, il n'y avait que de la mémoire vive. Est-ce qu'on appelait ça comme ça à l'époque ou pas encore? Oui, c'est ça. Et donc j'ai lu l'histoire de quelqu'un qui avait écrit un petit programme qui permettait donc de faire de la musique. On collait sa radio à côté, puis en jouant sur les tensions, il arrivait à jouer de la musique avec la radio. Alors c'était surpuissant. Et donc, mais il prenait 3/4 d'heure à le coder. Et le truc, c'est que il est en train de faire une démo de ça donc à tout le monde dans un amphi. Et quand quelqu'un est arrivé, il s'est pris les pieds dans le câble, il a débranché la machine. Et donc, il a dû recommencer à coder depuis le zéro. Et il l'a refait, et puis voilà. C'est une histoire que j'avais lue sur Internet, j'ai oublié le nom de la personne, mais bon, c'est assez célèbre. D'accord. Et donc, c'est Jean-Sébastien quelque chose, non? Je ne sais plus du tout. Non, Bach. Jean-Michel? Alors, non. Moi, j'avoue que j'ai connu ce genre de truc dans la machine dont je vous parlais tout à l'heure. C'était pareil. Tu avais quand même, je pense que le basique était chargé à l'intérieur, mais dès que tu voulais exécuter un programme, tu étais obligé de le taper d'abord. Et j'avais un bouquin avec plusieurs pages de code. Et tu devais, quand tu voulais faire un jeu, que tu voulais faire n'importe quel programme, tu devais taper ton code et tu l'exécutais. Alors bien sûr, tu faisais des boulettes parce que ton code, quand tu as 8 ans en plus, tu sais pas forcément ce que ça veut dire. Donc tu recopies bêtement, tu mets pas de sens là-dessus. Et puis des fois des erreurs de saisie, des coquilles, des trucs comme ça. Et tu passais des heures et des heures à taper. Donc c'était un vachement bon entraînement de dactylo, mais je sais pas si j'ai passé beaucoup de temps ensuite à jouer derrière. Mais tu étais obligé de tout refaire à chaque fois.
Moi, j'avais un Atari 800 XL, ma deuxième machine, parce qu'avant, c'était un Auric Atmos. Et effectivement, j'avais pas de lecteur de cassette, ce qui fait que je devais taper, je me souviens, un code par cœur. Il faisait une ligne dégradée. J'étais sur un écran 80 par 32 ou quelque chose comme ça. Et ça faisait une ligne de dégradé de couleurs, mais je l'ai tapé des centaines de fois, ce code-là. Des centaines de fois. Ça faisait peut-être 15 lignes. Donc, c'était 10. Et en plus, il y avait des REM. Et je ne savais même pas ce que c'était, les REM. Je me cherchais les remarques. Je dis, mais ça sert à rien. En fait, je cherchais, mais pourquoi je mets ça? Donc, j'inventais des codes, mais c'était des remarques. Mais c'est vrai qu'on n'avait aucune aide. Moi, j'avais une page dans le bouquin. Il y avait une page pour faire un code. Ouais. Après, c'est à toi de te démerder. Et plus tard, quand j'ai eu un lecteur de cassette pour enregistrer, mais c'était une révolution. C'était extraordinaire. Avec des numéros de cassette, puis tu allais à tel endroit, tu avais enregistré un tel programme. Et ça mettait une blinde pour charger un jeu, quoi. Oh là là, c'était long. Et si tu bougeais le câble, moi, même ça, hop, tu recommençais à zéro. Hein. Tu pouvais mettre 1 heure pour avoir un jeu de merde, quoi. Mais oui, d'ailleurs, une petite remarque de ce côté-là, les cassettes, c'est quelque chose, justement, en Europe, sur les petits ordinateurs qui arrivaient en Europe, c'est quelque chose qui s'est démocratisé rapidement. Il y a eu les cassettes pour enregistrer. Mais aux États-Unis, beaucoup moins. Aux États-Unis, rapidement, donc c'est autre chose qui est arrivé. Donc si on reprend justement, ça vient d'IBM et des ordinateurs centraux. Donc si vous voyez là dans le slide suivant, sur les ordinateurs centraux, on utilisait des grandes bandes magnétiques. Vous avez déjà vu ça dans les films de science-fiction. Oui, dans les films, oui. Les ordinateurs du futur, c'était toujours ça. Hein. C'était ça. Des gros rouleaux, comme les rouleaux de cinéma presque. Oui, c'est ça. Voire encore plus gros que les rouleaux de cinéma. Donc les ingénieurs d'IBM sont partis de ça. Et ils ont essayé de simplifier ça pour avoir quelque chose de mieux. Ils sont arrivés à quelque chose de plus petit, moins cher et bien plus pratique. La disquette. Alors, la disquette, comme je le disais, donc elle s'est popularisée très rapidement aux États-Unis, mais beaucoup moins en Europe. Je ne sais pas trop pourquoi, sûrement. Parce que nous, on avait déjà la cassette. Eh oui, peut-être. Je ne sais pas. Sauf que la disquette était quand même beaucoup plus rapide. Hein. Pardon ? Je dis la disquette était quand même beaucoup plus rapide que la cassette. Disquette, donc, par rapport à une cassette. Et la cassette, ça a marché énormément. Rappelez-vous aussi une petite parenthèse, l'Amstrad qui avait la cassette intégrée dans le clavier sur la droite avant d'avoir son lecteur de disquette. Le TO770 qui avait le lecteur de cassette sur la gauche. Oh, c'était un gauchiste alors que l'Amstrad était un droitiste. Mais nous ne rentrerons pas dans ces débats, nous parlons juste d'histoire. Et rappelez-vous, Amstrad, c'était phénoménal. Les Amstrad, le premier ordinateur que j'ai grillé d'ailleurs. Un copain, j'avais raconté là. Enfin bref. Et le dernier que tu as grillé aujourd'hui à ce moment. Non, c'est bon, on va pas en parler de ça. Mais c'est vrai que la cassette, et rappelez-vous pour un peu ce qu'ils appelaient à l'époque les gens déplombés, parce que nous pirations, c'était des conneries quoi. Il fallait bouger avec un petit tournevis la hauteur de la tête de lecture. Non, sur les cassettes. Pas besoin si, de on ça. le faisait comme ça marchait. Mais tu mettais du scotch en haut sur les trous de ta cassette. Ça dépendait. On est vieux, Christophe. Non. Ouais, si. On parle d'un autre temps. Allez, Florian. Il a connu que les CD-ROM, lui. Bah, non, quand même pas. Je connais le Blu-ray. Il est né avec le Blu-ray. Mais il a connu que les 5 pouces, pas en dessous, pas les anciennes. Lui, il a connu que la fibre. Allez. Donc, reprenons. Donc, l'avantage des disquettes, c'est qu'une disquette de $5 pouvait contenir l'équivalent de 60 mètres de bande perforée. Donc, bon, c'est pas rien. 60 mètres, c'est beaucoup, oui. Et en plus, on peut accéder très rapidement à n'importe quelle donnée, parce qu'il suffisait de tourner autour de la disquette, tandis que sans avoir à dérouler la bande comme sur une cassette. Ben oui. Ça devait être la révolution. L'arrivée des disquettes donc, amène aussi des nouvelles possibilités pour les micro-ordinateurs comme l'Altair, parce qu'il s'agit d'un stockage permanent qui ne s'effacera pas à l'extinction et accessible directement à l'image de la machine. On va donc pouvoir garder directement le compilateur de BASIC et les programmes qu'on a codés sur la disquette. Alors rapidement, il y a des lecteurs de disquettes qui apparaissent pour l'Altair et les autres, dont un créé par MITS, donc le voilà. L'Altair Disc, donc voilà, un lecteur de disquette pour Altair. Hein. Il est aussi gros que l'Altair, ça qui est marrant. Hein. Alors, voilà, j'allais te poser la question. J'allais te demander si ça c'était un Altair avec un lecteur de disquette intégré ou si c'était. Ça se passait au-dessus, c'était aussi gros. Donc tu mets ta boîte avec l'Altair, tu mets dessus ta boîte avec le lecteur de disquette et en plus tu peux te mettre derrière ou encore par-dessus ton truc qui va lire le rouleau. Oui, et au-dessus, c'était quand tu commences à avoir ces trucs-là, tu as moins besoin du machin pour charger le rouleau. Hein. Ouais, mais tu l'avais peut-être d'avant déjà. Oui, d'accord. Mais attends, Didi, c'était vendu comme un lecteur portable. Oui, parce que par rapport au B que tu avais avant, ça c'était un portable. D'accord. Donc, au passage, avec la création donc, du Altair Disc,
basique. MITS va proposer un premier système d'exploitation très très basique qui s'appelle Altair DOS, pour Disk Operating System, mais qui n'a rien à voir avec Microsoft MS-DOS d'après. Hein. C'est juste Je crois que ça voulait dire Dirty Operating System. Moi, pas pour après. Mais, pardon. mais donc c'est un petit, c'était juste un tout petit système d'exploitation qui permettait de lister ses programmes et de les lancer. En fait, il y avait vraiment le minima du système d'exploitation. Ok. Également, donc pour ne plus avoir besoin de tous ces gros appareils pour taper sur le PC et d'une imprimante pour imprimer les sorties, on commence à inventer des petits terminaux d'accès avec un clavier intégré et un écran, comme ceux utilisés pour les ordinateurs centraux uniques de l'époque. Alors en voici un par MITS, encore une fois, le MITS Compteur 2, donc il devait avoir eu le 1 avant. Donc on voit alors le tout petit écran où on avait les sorties et le clavier. Donc ça, c'était en plus connecté à ton Altair aussi, donc ça commence à faire du bazar. Hein. Ouais, mais ça, tu vas l'avoir directement devant toi. Si tu as un peu de câble, tu peux te mettre ton Altair derrière ou dans un placard pour te faire un peu de place. Là, ça peut être on s'approche d'un PC à la définition d'un PC moderne. Là, il y avait qu'une ligne. Il y avait qu'une ligne de sortie, oui. Ça me fait penser un peu à ma TI 80 à un moment. Ouais, c'est un peu ça, oui, bah oui, c'est un peu le but. Donc, mais rapidement, on veut plus. Donc, voici un peu plus tard. Donc, un autre terminal bien plus évolué pour l'Altair. On dirait un Minitel presque. Bah oui. Bah, alors, on est en quelle année là? Il n'y avait pas de CPU là-dedans, c'était juste pour entrée-sortie, tu vois, qu'on branchait au PC. Oui. Et alors, là, on voit, d'ailleurs, tu vois le Altair disque en dessous pour les disquettes. Oui. Tu as l'année, Florian? Non, je ne l'ai pas noté, c'est la fin des années 70, mais je ne sais plus où on en est exactement. D'accord. Le Minitel est sorti en 81, non? 88 Je ne sais pas. En 81, je crois. Alors, date de sortie 1980 et fin de production 2012. Putain, on était vachement en avance, hein, les gars. Je vous le dis. Ouais. Mais quand tu vois la taille du Minitel, clairement, comparé à ça. Après, je sais pas trop ce qu'il y a comme intelligence dans le Minitel. Peu importe. Mais je crois que c'est juste un terminal principalement. Oui. Non, mais attends, on était quand même à la pointe de la technologie, quoi, à l'époque. Oui, bien sûr. Une fois de plus, on aurait, si on avait su vendre nos produits. Si on avait été américain, avec ça, on aurait été les rois du monde, les gars. Ouais. Mieux que le pétrole. Mais bon. Putain, et quand tu regardes bien, on est toujours dans cet avenir-là. Oui, bien sûr. On a eu de sacrées idées quand même. Ah, les PTT, ils étaient bons. Hein. Ouais. Après, il y a eu Orange, ça a merdé, quoi, c'est tout. On va reprendre. Donc vous vous souvenez de Gary Kildall, celui qui avait inventé le langage PLM pour Intel, qui était le langage de publicité pour l'Intel 8008. Encore ce midi à table, j'en parlais avec ma femme. Oui, ouais, j'imagine. Pareil. Donc cette personne, il trouve que justement l'OS de MITS, déjà il arrive super en retard et il est trop basique. Donc il se décide, d'après avoir construit un langage de démo pour les Intel 8008, de créer une sorte de système d'exploitation plus avancé pour les ordinateurs qui sont dérivés donc de l'Intel 8080, donc comme les Altair et les autres, et couplés à un lecteur de disquette. Donc ce petit système d'exploitation va s'appeler CPM, Control Program for Microcomputer. Le mec qui fait simple. Voilà. Ouais. Au moins, c'est clair. Bah oui. Afin que celui-ci soit compatible avec tous les clones de l'Altair, qui ont des périphériques légèrement différents les uns des autres, il va séparer une partie du système d'exploitation du reste, c'est le BIOS. Le BIOS, il fera le lien entre le système d'exploitation et la machine. Le BIOS, c'est Basic Input Output System. D'accord. Donc, il faudra adapter le BIOS à chaque machine, et derrière, le même CPM pourra tourner sur tous les ordinateurs. Ok. Il propose à Intel donc de faire de CPM le système d'exploitation standard d'Intel, mais Intel n'est pas intéressé. Intel se dit que les gens font déjà des programmes d'interaction avec seulement des langages et qu'ils n'ont pas besoin de système d'exploitation. Alors, ça serait peut-être une erreur, non? Oui. Gary Kildall, il décide de vendre lui-même son système, et Ismail, donc un des clones de Altair dont on a parlé tout à l'heure, est un des premiers à acheter ça et le proposer à ses clients à la vente. Donc la slide suivante va nous montrer CPM. Donc encore une fois sur le simulateur, si tu peux mettre... C'est bon, c'est en ligne. Voilà. Donc on va encore une fois lancer le simulateur, charger une disquette avec CPM et le lancer dessus. Donc voilà, on attache la disquette, c'est tout simple. C'est pratique. C'est déjà des vraies commandes d'époque, ça, attache. Non, parce qu'à l'époque on branchait, en fait ça revient à brancher sur la machine, tu vois. Voilà. Oui. C'est juste que voilà, là CPM est chargé. Et donc j'ai fait un dir. C'est marrant, on a déjà vu ça quelque part. Ouais, c'est étonnant, c'est pour ça que j'ai mis un OS qui en rappelle un autre. Et tu vois donc justement les extensions nom de fichier .com, .txt. C'est dingue.
Ça rappelle quelque chose, hein, je sais pas ce que tu en penses. Sauf que non, il n'y a pas dû faire dir/w pour avoir en colonne. Ouais, voilà. Et puis aussi, on peut voir que c'est pas A deux points, c'est A flèche. Bon. Ah ouais, tu vois, c'est pas pareil, on peut pas dire qu'il a copié, tu vois. Voilà. Et donc, le nom des caractères est déjà en 8.3, hein, énorme. Oui, c'est ça. Énorme. Donc, le CP/M va être un grand succès et va devenir un peu le système d'exploitation standard de l'époque 8 bits. C'est fascinant. Et donc, il y a une sorte d'équilibre qui va se former. Les constructeurs vendent les machines avec un bus S100 et un processeur Intel. Gary Kildall vend l'OS. Et Microsoft vend les langages. D'accord. Chacun se répartit. Bah oui, une sorte sa petite d'équilibre tranche du comme ça gâteau. sur le marché. Ouais. Bah écoute. Alors, bon. Ça, c'est la majorité des gens. La majorité des machines fonctionnent sur un Intel 8008, mais pas tout le monde. Il y a quand même d'autres constructeurs qui essayent de lancer des architectures différentes de microprocesseurs. Par exemple, MOS Technology, qui va lancer le 6502 en 1975, un petit processeur moins puissant que ceux d'Intel, mais moins cher. Bon, il sera moins puissant, plus difficile à programmer, mais beaucoup moins cher, car il arrive à 25 $. Alors, c'est un... Mais celui-ci, est-ce qu'il y a réellement un intérêt pour les gens de l'époque de... c'est beaucoup moins cher. 360 $ pour un Intel. Ouais. Mais si tu fais rien avec l'autre, je sais pas. Il est Je pose plus la difficile question à programmer. innocemment. Mais tu peux faire des choses, mais il est plus difficile à programmer. D'accord. Alors justement, en 1976, ne pouvant pas se payer un Altair ou un dérivé, il y a Steve Wozniak, qui est passionné des ordinateurs depuis l'enfance, qui décide d'acheter un 6502, pas cher, donc pour se créer lui-même son propre micro-ordinateur. Donc son ami Steve Jobs est impressionné et pense qu'il doit vendre cette machine, parce que lui c'était le businessman. Hein. Et l'ordinateur est nommé Apple, ils créent leur société Apple Computer, et ils obtiennent un capital de démarrage de 1300 $ en vendant le bus de Steve Jobs et la calculette de Steve Wozniak. Ouais, c'est spécial. Ouais, et de par le bouche à l'oreille, les Apple se vendent rapidement dans la Silicon Valley. On est en quelle année là? 1976. D'accord. Et à quoi sert la clé? Enfin, il y a une serrure en haut, ça sert à quoi? Le courant électrique. Je crois que c'est le courant électrique, oui, je pense. D'accord. Bon, la ferveur pour les Apple va jusqu'à Microsoft, qui propose à Apple d'adapter Microsoft Basic donc au processeur 6502, donc il n'est pas Intel, donc il faut l'adapter différemment, il faut créer un nouveau compilateur. Jobs refuse, puisque Wozniak a déjà une première version de leur Basic quasiment prête, et il dit que même s'ils ont besoin d'un Basic plus avancé, ils seront capables de les faire en un week-end. Vous remarquerez que déjà à l'époque, il y a Microsoft qui disent nous on va essayer de tourner partout, tout ça, et que déjà Steve Jobs, enfin les deux Steve, non, nous on reste dans notre machin. C'est Steve Jobs, c'est Steve Jobs surtout, pas les autres. Non mais, vous voyez, ça n'a pas changé en fait. Non, en fait, dès le départ, les entreprises... Mais je ne troll pas du tout. On voit directement les deux philosophies, elles sont à la racine des gars, quoi. Microsoft, nous, on va essayer de s'étendre partout, de mettre notre truc partout. D'ailleurs, ils ont vendu leur basique pas cher pour essayer justement d'être partout et ça a bien marché. Et Apple, non, il restait, nous, on n'est pas comme les autres, on est vraiment différents et on... Non, venez pas nous faire chier, quoi. C'est ça. Laissez-nous dans notre monde. L'avantage que l'Apple a par rapport au dérivé d'Altair, c'est qu'il est vendu presque complet et pas en kit. Avec un clavier directement intégré et la possibilité de se connecter facilement à une télévision qui servira comme moniteur. Donc c'est plus accessible pour les néophytes. Et ils n'ont pas changé leur philosophie, on va vendre des machines toutes faites, qui fonctionnent, qu'ils n'ont pas besoin et qui ne sont pas faites pour les geeks. Et les PC, ça a toujours été ça, quoi. Rappelez-vous, après les PC plus tard, hein, on en reparlera plus tard, mais il fallait que les cartes IRQ, les machins, ça merdait parce que forcément, tu avais des compatibilités avec plein de marques différentes. Apple, il restait dans son cadre, quoi. Ça me fait marrer. On voit dès l'origine, c'est ça. Exactement. Enfin bon, donc pour continuer, l'appareil étant un succès, Jobs et Wozniak officialisent leur compagnie Apple Computer et préparent une seconde version de la machine, l'Apple II, qui est donc en slide ici. Donc il est un peu plus joli que l'Apple I, un peu moins fait à l'arrache, hein, on va dire. Disons que là, ce qui est bien, c'est qu'il y a tout d'un coup. Voilà, et justement, c'est encore plus tout en un. Cette fois, ils vendent le moniteur avec et les lecteurs de disquettes, donc ils vendent vraiment tout là. Ils vendent la machine, c'est les premiers à vendre une machine complète. Alors le basique qui était dessus, fourni par Microsoft, notez que la petite anecdote, c'est qu'on ne pouvait faire que du basique avec des nombres entiers. Il a fallu attendre l'Apple II Plus. Alors moi, je l'ai pas connu. La première fois que j'ai fait du basique, c'était sur l'Apple IIc. C'est vraiment les premiers claviers que j'ai touchés avant le MO5. Et voilà, il a fallu attendre. Il n'y avait pas d'entier. Enfin, de décimal, pardon, excusez-moi. Mais non, il n'y avait pas de décimal. Il n'y avait que les entiers, ouais. C'est fou. Hein.
Enfin, tu t'es avancé un peu, parce que pour l'instant, on n'était pas arrivé à Microsoft qui vend le BASIC avec Apple, mais bon, on y arrive. Donc, puisque début 1977, alors que tout va pour le mieux pour Microsoft, il y a MITS qui coule complètement, qui vend ce qui reste de la compagnie à une autre boîte, Pertec. Et celle-ci, elle retrouve le contrat d'origine qui avait lié MITS et Microsoft, et ils se disent, Microsoft n'a pas le droit en fait de vendre BASIC à d'autres constructeurs, c'est nous qui avions l'exclusivité. Et donc, eh bien, ils disent à Microsoft qu'il faut arrêter, parce que le BASIC c'est que pour eux. Et Microsoft répond que MITS avait rompu le contrat en refusant de vendre BASIC aux clients des machines concurrentes, alors qu'ils devaient mettre leur meilleur possible pour trouver des clients, d'après le langage juridique du contrat. Et donc, il y a la première bataille juridique de Microsoft qui s'engage, la première d'une longue série. D'accord. Alors, temporairement, Microsoft n'a plus le droit de vendre BASIC à ses clients. Et donc, les caisses de la compagnie commencent à se vider. Heureusement, un chèque providentiel d'Apple va arriver au dernier moment pour sauver Microsoft. Oui. Contrairement aux paroles... Pardon ? Je dis c'est fou, ça. Contrairement aux paroles de Steve Jobs, le BASIC de Steve Wozniak n'est pas complètement aussi efficace que celui de Microsoft, et donc Apple demandera finalement à Microsoft d'adapter leur BASIC à l'Apple II. Et c'était pour ça qu'ils envoyaient un chèque. Et plus tard, Microsoft a re-sauvé Apple, donc c'était je te rends la monnaie. On y arrivera beaucoup plus tard, dans 15 épisodes, je sais pas quoi, 20. C'est ça. Donc, du côté judiciaire, Microsoft gagnera le procès, et donc les restes de MITS finiront par disparaître dans l'obscurité des nouvelles technologies. Et nouvelles technologies. À ce moment-là, plus rien ne retient Microsoft au Nouveau-Mexique, et Microsoft, avec toute la compagnie, tous les employés, déménagent à Seattle, leur ville natale. Du côté... C'est bon. Pardon. ça, j'ai une petite larme, en fait. Voilà. Donc, du côté des deux Steve et d'Apple, il y a quand même un problème majeur, c'est que le petit écosystème qui s'est créé autour de l'Altair, dans cet écosystème, il y a beaucoup de programmes déjà existants, et vu qu'ils sont codés pour Microsoft BASIC et un processeur Intel, ils ne fonctionnent pas sur l'Apple II. Et donc, les gens qui ont des Apple II ne peuvent pas exécuter les programmes des gens qui ont d'autres ordinateurs. Il faudrait un convertisseur pour ça. Bah, il faudrait. C'est à cette occasion que Microsoft sort son premier périphérique hardware, la Microsoft Soft Card pour Apple II, à $349. Alors, cette carte, en fait, elle ajoute, c'est assez radical, ça ajoute un processeur compatible x86 dans l'Apple II. C'est carrément, tu ajoutes un deuxième processeur dans ton Apple II à l'intérieur. Et donc, ça chante le processeur d'origine de l'Apple II. Et ça permet d'utiliser donc le clavier de l'Apple II, l'écran de l'Apple II, la RAM de l'Apple II, tous les périphériques de l'Apple II, sauf le processeur d'origine, qui est remplacé par un compatible Intel par la carte de Microsoft. Et donc, Microsoft vend avec ça des BASIC et CP/M, via un accord avec la compagnie de Gary Kildall. Et donc, avec ça, permet, tout ceci permet aux utilisateurs d'Apple de faire tourner des périphériques, faire tourner tous les programmes Intel donc de l'écosystème 8 bits. Et ça permet à l'Apple II d'être un vrai succès, et également à Microsoft de gagner beaucoup d'argent, parce que les gens en général ils achètent un Apple II et une Microsoft Soft Card. La Soft Card fera la majorité du chiffre d'affaires de Microsoft en 1980 d'ailleurs. Alors moi j'ai une question, enfin plutôt une remarque. En fait c'était l'ancêtre de la VM que certains utilisateurs Apple utilisent encore maintenant pour faire marcher un Windows dans leur Apple. C'est beau. Oh, c'est Pardon, beau, oui. je troll un peu, mais c'est un peu je me dis voilà, c'était déjà l'époque. Oui. C'est un peu la même idée, même si c'était carrément hardware, là c'était carrément, je veux dire, tu mettais pas un Intel, tu mettais un Z80 qui était compatible avec l'Intel, mais bon, c'était quasiment l'idée. On va pas chipoter, mais voilà, on chantait le monde d'Apple pour avoir celui de Microsoft et du BASIC. Enfin bon, ça c'était 78, 77 ? On est en 1980 là. 1980, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Après, on n'a pas encore écrit, c'est la suite dans le prochain épisode. Oh, putain, d'accord. Le suspense. Bah oui. Donc mais là, je vais déjà teaser un petit peu, c'est que jusqu'ici, il y avait IBM qui rigolait un peu, qui disait nous on fait des vrais ordinateurs, il y a ces rigolos là qui fabriquent leurs petits machins en kit, c'est des gamins. Et puis d'un coup, il y a Steve Jobs qui a débarqué avec son Apple II, qui commence à faire plein de pubs, qui commence à monter en bourse avec Apple. Et l'Apple II, ça devient un peu l'ordinateur standard donc pour les gens, parce que maintenant que les gens peuvent tourner du Intel, tout le monde achète des Apple II. Et ils se disent que ça commence peut-être à leur faire un peu d'ombre et qu'il faudrait peut-être penser à lancer leur propre micro-ordinateur.
D'accord. Alors juste, moi j'ai une petite question. T'as dit que la carte vendue par Microsoft était autour de 350 $, je ne sais plus Oui. exactement. T'as une idée du prix que valait l'Apple II à l'époque? Non, j'ai pas regardé, mais on va chercher ça rapidement. Parce que je voudrais me rendre compte quel était le rapport de prix entre l'Apple II et cette carte d'extension et voir le total cumulé que ça représentait. Je vois en 1977, Apple II, 1298 $ avec 4 kilooctets de RAM. Fichtre. Oui. Ouais, donc 1300 $, tu rajoutes 350 $, ça te fait une machine à 1650 $. Pour l'époque, ça devait être monstrueux, c'est une machine Oui, de ça devait être luxe. monstrueux, mais tu avais la machine bien finie, bien construite. Tu vois, par rapport au système que c'était, tu as vu à quoi ça ressemblait, l'Altair, c'était assez... Oui, non, banal. l'Altair, c'était beau pour exposer dans un musée. Voilà. Et là, ça fait quand même tu reprends l'Apple II, là, ici, pardon, tu vois que ça fait quand même c'est le premier PC qui ressemble à ce qu'on imagine être un PC aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a le droit de l'appeler PC, celui-là, ou est-ce qu'il ne faut pas encore l'appeler ordinateur? Ça dépend. PC, c'est personal computer, c'est tous des personal computers. Non, mais là, faudra attendre IBM PC et ensuite les compatibles PC. Bah oui. C'est IBM qui a ça, sorti le mot PC. C'est Oui, ça, oui, c'est pour oui. ça que je voulais en venir là. Pour revenir à Alors, Apple, la petite histoire des Apple, tout à l'heure je vous ai parlé de l'Apple II Plus qui est sorti en 1979 et ensuite il y a eu l'Apple IIe qui est sorti en 83 et enfin l'Apple IIc en 84 pour le dernier qui était l'Apple IIc Plus qui est sorti en 88. Voilà. Et Alors, c'était au la niveau fin. l'Apple II, référence, ça va être ils étaient vu dans les que choux quand même. l'Apple II va être le grand succès d'Apple et vu qu'ils n'en trouveront pas d'autres dans les années 80, ils vont essayer de faire du reste que les années 90. Oui, ils ont sorti, Guillaume, le E avant le C. Ouais, non, mais au niveau marketing, au niveau des noms, je pense que c'était. On ne va ils pas étaient dans les critiquer choux. le marketing d'Apple. Je pense que marketing Non, d'Apple, au début, c'est tu vois, sur du- Apple au début a eu du mal dans le marketing, peut-être au niveau des noms. Maintenant, ils assurent comme des bêtes. Ouais. On est d'accord. Mais enfin, en 86, il y avait l'Apple de GS. Maintenant, ils parlent de XS, ça fait juste mieux. Revenons aux sources. D'accord, ok. Merci Christophe. Bon, messieurs, je pense qu'on a fait le tour pour ce premier épisode, vu que le dernier, je vous rappelle, c'était le prologue, c'était l'épisode 0. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura un petit peu instruit. Si c'est le cas, prenez un instant pour nous mettre un pouce bleu, là, ça se passe en bas, là, sous la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais je pense que c'est déjà fait. Ça soutient la chaîne et ça nous fait très plaisir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir Florian, au revoir Christophe, à la prochaine, ciao. Salut.